Majesté, grand merci pour votre présence à l'UC Louvain, votre alma mater. Vous le savez, vous êtes ici, chez vous. Chers membres de la communauté universitaire, et également y compris ceux qui nous suivent à distance, Majesté, l'Université catholique de Louvain est particulièrement honorée de vous recevoir en cette journée qui manifeste l'engagement de notre communauté en faveur d'une transition responsable vers un monde plus durable, alors que s'est ouverte hier la COP25 à Madrid et à quelques jours seulement du 8 décembre où sera célébrée partout dans le monde la Journée mondiale du climat. Nous savons combien cette cause vous tient à cœur. Vous avez tenu à accepter la responsabilité d'ambassadrice des objectifs du développement durable pour l'Organisation des Nations Unies. Et aussi, depuis 2018, la présidence d'honneur du Conseil fédéral belge du développement durable. Le 21 septembre dernier, lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, vous affirmiez, et je vous cite, « On ne peut plus attendre, il faut vraiment écouter les jeunes qui s'engagent pour le développement durable et leur donner les moyens. » Nous souscrivons à cet appel. Les universités ont une responsabilité particulière puisqu'elles assurent la formation des générations futures qui devront aussi gérer la transition. Nous devons donc être exemplaires, à travers nos enseignements, bien sûr, dans nos recherches qui doivent fournir des solutions équitables en matière de transition et dans la gestion même de l'université. Votre présence parmi nous, Majesté, témoigne de votre engagement envers cette cause et nous encourage, au-delà du bilan que nous allons dresser aussi, que nous pouvons dresser des actions entreprises, à vouloir nous engager encore davantage, plus vite et plus loin. Toutes et tous ici réunis, étudiantes, étudiants, enseignants, chercheurs, personnel administratif et technique, nous voulons contribuer à la nécessaire transition et faire de cette priorité un axe majeur de notre responsabilité sociétale. Tout au long de cette journée, de nombreux ateliers, des conférences, des débats sont organisés à travers l'université sous la bannière Move for Tomorrow, bouger pour demain. Chacune, chacun d'entre nous peut ainsi aussi apprendre à contribuer de la place qu'il occupe avec ses moyens à lui pour répondre à l'urgence climatique. Soyez remerciés très chaleureusement, Majesté, pour votre présence avec nous et pour votre investissement en faveur des objectifs du développement durable. Et je vous cède la parole. Grand merci pour votre présence. Excellences, Monsieur le Recteur, Mesdames et Messieurs, chers étudiants, vous tenez aujourd'hui pour la première fois une journée UCL Louvain en transition, placée sous le signe du développement durable. C'est donc avec plaisir que je prends la parole en tant que défenseur des objectifs du développement durable des Nations Unies. J'ai hâte de découvrir avec vous les projets concrets que développent professeurs, chercheurs et étudiants au sein de votre université pour contribuer à cette transition. Les thématiques du développement durable sont diverses, mais pourtant liées entre elles. Le climat, l'énergie, les océans, les inégalités ou encore les modèles d'agriculture et d'alimentation. En quelques années, les objectifs du développement durable ont pris leur envol. Ils servent désormais de référence à de nombreuses initiatives de citoyens, d'entreprises et du secteur public. Mais nous vivons dans un monde et dans des sociétés plus fragiles qu'il n'y paraît. Le secrétaire général des Nations Unies le souligne avec force. Les objectifs du développement durable ne pourront pas être atteints d'ici 2030 si les efforts ne s'accélèrent pas pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, la production de déchets, la destruction de la biodiversité et la pauvreté. L'inertie est à terme synonyme d'aggravation du réchauffement climatique, du creusement des inégalités et de l'épuisement des ressources. Ce constat d'urgence
ne doit pas nous décourager, mais au contraire, galvaniser les efforts et l'action. Changer les réflexes et les comportements est possible. Vous, les jeunes, vous vous mobilisez pour réclamer ces changements et pour ouvrir les yeux de vos aînés et de vos contemporains sur les défis qui nous attendent. Ces changements doivent bien entendu s'appuyer sur la recherche et sur la science, dans les domaines les plus divers, comme vous le faites au sein de votre université. Mais il faut bâtir des ponts entre la science et la société pour que les arguments scientifiques puissent être mieux entendus. Pour cela, la société a aussi besoin de votre énergie et de votre créativité. Elle a besoin de vous pour développer des solutions innovantes. Votre curiosité et votre capacité à travailler en réseau sont autant d'atouts que vous pouvez développer au sein de l'université et mettre au service du développement durable. La société a aussi besoin de votre capacité à communiquer. Lors de ma visite à l'Université de Columbia à New York en septembre dernier, je me suis entretenue avec des étudiants venus d'horizons très divers. Juristes, économistes, spécialistes de l'environnement, tous et toutes étaient passionnés par leurs recherches sur divers aspects de la durabilité. Tous se disaient convaincus des risques auxquels la planète et ses habitants sont exposés et de la nécessité d'y apporter des réponses. Pourtant, ils faisaient aussi part d'un certain sentiment d'impuissance à ne pas être entendus par la majorité de la population. La prise de conscience de l'urgence et de l'importance de la transition ne peut pas, en effet, rester confinée à de petits groupes déjà informés et déjà convaincus. Comment atteindre les plus hésitants? Pour certains, les difficultés du quotidien, l'incapacité à se projeter dans l'avenir ou encore les coûts jugés inéquitables de l'adaptation constituent des obstacles en apparence insurmontables. Écoutez ceux qui sont sur le terrain et qui connaissent bien leur communauté. Développer des arguments ou des solutions sur mesure et entretenir avec tous un dialogue respectueux me semble la bonne voie. Comprendre les motivations et les réticences et y apporter les réponses constitue un enjeu majeur. Vous pouvez, chacun à votre niveau, jouer ce rôle d'intermédiaire. Si nous voulons changer les comportements dans la durée, l'éducation sur les objectifs du développement durable devra aussi trouver sa place dans les programmes de cours, non seulement à l'université, mais aussi dès les petites classes. Les systèmes d'enseignement tout entiers peuvent contribuer à former des citoyens de demain qui seront à même de prendre des décisions éclairées. Comme vous le savez, l'accès pour tous à une éducation de qualité fait partie des objectifs du développement durable. C'est un des objectifs qui me tient particulièrement à cœur, comme c'est probablement le cas pour vous tous. Dans le monde, un élan majeur a permis de donner accès à l'école primaire à presque tous les garçons et les filles, y compris dans les pays en développement. Malheureusement, il faut constater que la qualité de l'enseignement à tous les niveaux n'a pas suivi. De nombreux enfants et de nombreux jeunes aujourd'hui, en particulier dans les pays en développement, n'atteignent pas le niveau de compétence correspondant au nombre d'années qu'ils passent à l'école et peinent encore, par exemple, à déchiffrer des textes simples lorsqu'ils entrent dans le secondaire.
leurs chances de poursuivre leurs études ou de trouver un emploi qualifié s'en trouvent compromises. C'est tout leur avenir qui leur échappe, en dépit de leurs efforts et de ceux de leurs professeurs. Mais le métier d'enseignant est complexe et exigeant. Les professeurs doivent aussi recevoir le soutien et la reconnaissance qu'ils méritent pour le rôle indispensable qu'ils jouent au sein de nos sociétés. La santé mentale est aussi pour moi une préoccupation majeure. Bien qu'elle fasse partie intégrante des objectifs du développement durable, elle ne reçoit pas l'attention nécessaire. Nombreux sont notamment les jeunes qui sont confrontés à des problèmes émotionnels, à la dépression et au burn-out, à l'école, à l'université ou au travail. J'ai remarqué combien il est compliqué pour celles et ceux qui traversent ces périodes de difficultés et de vraies souffrances d'en parler. Il faut lever le tabou, en discuter entre jeunes, mais aussi avec les personnes qualifiées, qui, en les écoutant dans leur désarroi, peuvent les accompagner. La santé mentale est une partie intégrante de la santé. Il faut la prendre au sérieux. Excellences, Monsieur le recteur, Mesdames et Messieurs, chers étudiants, les processus de transition menant à l'adoption de modèles plus durables et plus équitables sont enclenchés. Mais pour qu'ils puissent véritablement porter leurs fruits et devenir pérennes, ils devront se diversifier, s'étendre et s'accélérer. La curiosité et la coopération intellectuelle sont plus que jamais des ressources indispensables pour offrir à la société des alternatives qui la placent fermement dans la voie du développement durable. Je ne doute pas que votre université poursuivra les réflexions et les actions que vous avez mises en lumière à l'occasion de cette première journée de la transition. Je vous remercie. Merci Majesté pour cette intervention vivifiante pour notre communauté. Avant de passer à une présentation en images du rapport Lucie Louvain en transition, je vous propose maintenant d'accueillir successivement un professeur, un chercheur et une étudiante, le professeur Jean-Pascal Van Yperseel du Centre Georges Lemaître de recherche sur la Terre et le climat, également un chercheur Valentin Couvreur qui est chercheur à l'Earth and Life Institute, et puis également étudiante Marie Joret, étudiante en médecine, et qui est par ailleurs présidente du quota projet Captain Planet. Merci, Monsieur le Recteur. Majesté, Mesdames, Messieurs, qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui ? Des millions de jeunes l'ont rappelé avec force ces derniers mois. La vie sur notre planète est sérieusement menacée. Pollution de l'air, des océans, des sols, dérèglements climatiques deviennent de plus en plus visibles. Des canicules de plus de 50 degrés seront possibles. Le niveau des mers monte. Les forêts brûlent ou sont rasées pour alimenter notre bétail. 1 million d'espèces sont déjà menacées d'extinction. Après nous, le déluge. Près d'1,3 milliard, 1,3 milliard de terriens vivent aujourd'hui une pauvreté multiforme, touchant singulièrement les femmes, les minorités ethniques, les personnes handicapées. Plus de la moitié de l'Afrique subsaharienne vit aujourd'hui dans des bidonvilles. Le pourcent de la population mondiale qui est le plus riche concentre un tiers de la richesse.
alors que les 25% les plus pauvres doivent s'en partager 10%. C'est non durable et surtout inacceptable. Les universités cherchent à comprendre et enseigner les mécanismes à l'œuvre, les défis et les solutions possibles, tant au niveau individuel qu'au niveau sociétal. L'on y fait appel à toutes les sciences, de celles du climat et du vivant jusqu'aux sciences humaines. Sur le chemin des 17 objectifs de développement durable, les recherches les plus fécondes sont souvent interdisciplinaires. La communauté universitaire cherche les leviers d'action les plus pertinents, les plus cohérents avec ses valeurs. Le chercheur Valentin Couvreur approfondira ce point dans un instant. Les défis sont tels que la participation de toutes et tous est indispensable. L'université a un rôle majeur pour aider la société à se transformer. Comment dépasser le souci du court terme qui caractérise trop souvent nos modèles de développement? L'université partage ce savoir avec celles et ceux qu'elle forme. Elle doit enfin agir elle-même, en cohérence avec ce qu'elle comprend et ce qu'elle dit, ce qui n'est pas toujours facile. L'étudiante Marie Joret en parlera. C'est un défi très enthousiasmant. Merci, Majesté, d'être venue soutenir tous les participants à cette course pour la vie que nous devons absolument essayer de gagner ensemble. Majesté, Mesdames et Messieurs, je suis Valentin Couvreur, chercheur à l'Earth and Life Institute, et professeur Vanny Purcell vient de nous donner un premier aperçu de l'ampleur des défis auxquels nous faisons face. Et à mon sens, le premier de ces défis, ce sera celui de parvenir à s'organiser efficacement pour relever les défis suivants. Et je vais illustrer cette idée avec une anecdote. Il y a 2 ans, l'Académie de la recherche et de l'enseignement supérieur lançait un appel à projet sur le développement durable. Et avec mes collègues, on avait une idée de lancer un projet de compost collectif ici à l'UC-Louvain. Et l'ARES nous a spécifiquement demandé de former des équipes incluant des étudiants, des chercheurs et des académiques. Alors, une fois que le projet a commencé, on s'est très vite rendu compte que les étudiants amenaient énormément d'énergie positive et de créativité dans le projet. Et avec les chercheurs, en travaillant sérieusement, on est parvenu vraiment à canaliser cette énergie tout en profitant aussi de la vision des professeurs. Et donc je pense que la clé du bon fonctionnement de ce projet, ça a été de parvenir à tirer le meilleur de la diversité de notre communauté. Et je ne peux m'empêcher de faire un parallèle avec l'idée développée par Gauthier Chapelle dans son livre « L'entraide, l'autre loi de la jungle ». L'idée qu'on donne encore énormément de place à ce mythe de la compétitivité individualiste et qu'il est nécessaire maintenant de faire un peu de place à un nouveau récit qui est le récit de l'entraide. Car l'entraide et la coopération seront essentielles pour relever les défis futurs dont Jean-Pascal vient de parler. Aujourd'hui, on a la chance d'être une équipe riche de sa diversité et c'est avec grand plaisir que je cède la parole à Marie Joret, étudiante. Bonjour et grand merci pour l'introduction. Je suis donc Marie Joret, étudiante en médecine à l'UC-Louvain sur le campus de Woluwe. J'ai l'honneur d'être la présidente du code à projet Captain Planet, un des codes à projet de l'UC-Louvain engagés dans la sensibilisation et la mise en pratique de la transition écologique sur nos campus. Nos actions s'inscrivent tant au niveau de l'engagement individuel qu'au niveau collectif. En tant que petit collectif de 11, notre code se mobilise en outre à organiser des ramassages de déchets, coordonner une épicerie solidaire, lancer des départs groupés pour les manifestations pour le climat et faire de la sensibilisation via les réseaux sociaux. Nous sommes également le point de vente d'un maraîcher situé à 10 km de Woluwe. Chaque semaine, nous vendons en moyenne une vingtaine de paniers de légumes, locaux et de saison, ce qui nous rend de manière surprenante un des plus grands clients de ce maraîcher. Comme beaucoup de jeunes de ma génération,
je me pose la question de la pertinence de nos actions, qui peuvent sembler négligeables, et de leurs impacts sur la transition socio-écologique nécessaire. Concrètement, pour notre cote, nous pouvons et nous devons continuer à soutenir le maraîcher local. Mais sans changement de la politique agricole commune, ce genre de projet ne pourra jamais changer de manière durable le fonctionnement du monde agricole. En attendant un engagement ferme du monde politique et en espérant ne pas être déçus, nous devons tous continuer à agir au meilleur de nos capacités. Le changement de nos habitudes et attitudes reste un défi journalier pour nous tous. La demande citoyenne est présente. Il y a exactement 1 an et 1 jour, le 2 décembre 2018, nous étions 100 000 personnes à demander à notre gouvernement de prendre ses responsabilités face à l'urgence climatique. 1 an plus tard, nous revoilà réunis pour rappeler la nécessité d'un changement de mentalité et surtout la nécessité d'une prise d'action concrète, tant au niveau individuel, sociétal qu'institutionnel. Merci pour votre écoute. Aujourd'hui, plus personne ne peut nier que nous faisons face à une urgence écologique inédite. Et donc, c'est un défi inédit qui s'offre à nous et tous les acteurs de la société doivent se mettre en route pour limiter les impacts les plus catastrophiques de cette urgence. Il faut donc que tous les acteurs sociétaux se mettent en route et que l'université aussi participe de cette grande transformation qui doit entraîner la société tout entière dans son sillage. Une mobilisation majeure est nécessaire, une mobilisation des universités, une mobilisation de l'UC Louvain. Aujourd'hui, l'UC Louvain s'engage. Elle s'engage en se basant sur tout ce qui a déjà été réalisé, sur le dynamisme de sa communauté universitaire, et avec ce premier rapport de l'état du développement durable, elle construira un plan pour les années à venir. Je pense que la mineure en développement durable m'a vraiment aidé à comprendre l'enjeu actuel. Ça m'a vraiment consolidé dans mon idée de vouloir faire avancer les choses et d'avoir aussi, comme disait Claire, des pistes de solutions peut-être plus concrètes aussi. Je crois que la mineure en développement durable va vraiment m'influencer, même dans mon master et même en marketing. Ça m'a permis de me rendre compte que je voulais vraiment me mettre dans un quota projet, par exemple, lié aussi au développement durable. Je trouve qu'il devrait y avoir un cours en développement durable disponible pour toutes les facultés, et même obligatoire en fait. Parce que je pense que c'est vraiment important pour le futur. Ça fait en fait longtemps que les étudiants de l'UC Louvain sont demandeurs d'une formation en transition. Et on a imaginé de faire un MOOC. Alors un MOOC, c'est un Massive Open Online Course. Ça veut dire que c'est un cours donné en ligne, entièrement en ligne, qui est tout à fait ouvert et accessible à travers le monde. Le format du MOOC, il sera en 3 temps. Un premier temps, on va expliquer les concepts du développement durable. Un deuxième temps qui est très important pour nous, on va expliquer les tensions, parce que tout le monde n'est pas d'accord sur c'est quoi le développement durable et ce qu'il faut faire pour se lancer en transition. Et un troisième temps, on va parler d'actions concrètes. Une initiative où vraiment on travaille main dans la main dans les différents secteurs pour aborder cet aspect de transition, mais je le vois aussi comme étant une source d'inspiration pour des cours qui sont peut-être plus thématiques, plus précis, qui ne font pas partie de ce MOOC et qui pourront s'emparer de certains messages qui y seront développés. En fait, l'université, elle s'inscrit dans cette dynamique qui est déjà en cours de développement durable. Et ce qu'elle va amener, c'est la valeur ajoutée de l'université. C'est-à-dire travailler sur le temps long, c'est-à-dire ancrer les savoirs dans leur construction et leur transmission simultanément. Ça fait partie de la mission de l'université également de bien former tous nos étudiants qui vont être acteurs et citoyens responsables de demain. Mon rôle en tant que membre de l'UC Louvain, c'est justement de sensibiliser et de vulgariser un maximum ma recherche pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre et pour qu'on se rende compte en effet qu'il faut passer par une transition de nos modes de vie et pas juste par la transition purement énergétique. Dans un premier temps, on s'est concentré sur vraiment la partie purement énergétique et maintenant je travaille avec un économiste pour inclure toutes ces études purement énergétiques dans un modèle économique. Et alors la dernière partie qui est moins mon domaine, c'est évidemment les sciences humaines et voir en fait est-ce qu'il y a une limite en dessous duquel on ne peut pas tomber sur peine de voir, disons, s'écrouler
nos modes de vie tels qu'on les connaît actuellement. On se rend compte de plus en plus que c'est cette transdisciplinarité qui va être essentielle pour construire l'université de demain et aussi la transition énergétique au niveau global. Effectivement, aujourd'hui, les recherches sur la transition atteignent une certaine maturité et on commence vraiment à comprendre les besoins de cette transition. Souvent, on parle d'une approche pluridisciplinaire ou interdisciplinaire quand on parle de mobilité, de logement, de transition énergétique. De toute évidence, il faut combiner les sciences naturelles avec les sciences sociétales. Mais ce n'est pas si simple que ça, parce qu'il faut en plus un changement de comportement des individus, des citoyens. Et pour ça, pour comprendre ce changement de comportement, il ne faut pas se positionner en position d'expert qui, en dehors des changements sociétals, il faut devenir partenaire de ces changements sociétals. Pour créer une confiance, pour que le savoir universitaire retrouve sa place de cité et que les gens, que ce ne soit pas juste une étude scientifique théorique, mais qu'ils soient en prise avec les transitions en cours déjà dans nos sociétés. Alors tout l'art, c'est de voir une programmation de ce qu'on va étudier avec les citoyens, avec les besoins sociétaux, et ensuite on retourne quand même dans la tour d'ivoire pour appliquer nos méthodes, mais en fin de processus, on retourne vers les citoyens. Donc on va avoir des cycles de recherche beaucoup plus itératifs, où on fait de l'excellence scientifique, certes, mais on le fait en interaction permanente avec les changements sociétaux sur le terrain. L'université a vraiment créé une cellule qui réfléchit à ces points-là, qui réfléchit vraiment à voir comment faire pour avoir une intervention qui soit la plus efficace possible. D'abord, on s'interroge par rapport aussi bien à la consommation en énergie pour la chauffe des bâtiments, mais aussi pour le refroidissement. Nos exigences sont parfois un petit peu différentes qu'à l'époque. Quand on a quelque chose et qu'on demande d'évoluer, c'est jamais évident. Il y a beaucoup de débats, mais moi je sens vraiment les gens avec l'envie de collaborer, l'envie de bien faire et de se dépasser. Étant actif dans le domaine de l'énergie, je suis très sensible aux émissions de CO2 et je souhaite que l'université soit en avant par rapport à la société sur ce sujet-là. Et donc c'était la première étape, enfin il y en a eu d'autres, mais je dirais une des premières étapes pour pouvoir aller plus loin. Oui, tout à fait. Donc le but était de pouvoir prendre des actions futures afin de diminuer les émissions carbone de l'université. Et pour cela, il fallait savoir traduire les actions universitaires en émissions carbone. C'est important de quantifier, de partir d'une base. On ne juge pas la quantité émise, on essaie de faire mieux pour la fois suivante. J'ai fait des simulations, par exemple, si 3/4 des étudiants venaient en train plutôt qu'en voiture, combien d'émissions on arriverait à diminuer, ou si on télétravaillait, tout le monde télétravaillait 2 jours par semaine, par exemple. Et donc ça, c'est la dimension excessivement intéressante du bilan carbone, d'estimer leur impact. Et donc ça permet de faire une politique de diminution des émissions. Face à tous ces constats d'urgence environnementale, on a vraiment voulu être en action. Et on a réussi à réunir une dizaine de personnes de tout type de métiers confondus qui étaient motivées de consacrer du temps à la création d'outils. Par exemple, on a récemment transféré un outil qui permet à chacun d'avoir un arbre de décision qui permet de savoir s'il va prendre l'avion ou non pour aller à une conférence scientifique. Bien, on l'a transmis à l'équipe de la prorectrice de la transition et cette équipe l'a réaménagé pour le nouveau public qui est la totalité de la communauté universitaire. Je pense qu'on est vraiment au bon moment pour transformer cette prise de conscience en un vrai changement de comportement. On a 2 petits bonhommes qui essaient de se joindre avec la main et ça représente du coup le nord d'un côté et le sud de l'autre et c'est en fait voilà le lien. Nous on est plus ou moins là pour expliquer qu'est-ce qui se passe au nord et qu'est-ce qui se passe au sud et leurs relations, donc que ce soit dans les modes de consommation, dans les façons de produire les choses, etc. À travers nos conférences et nos activités, on essaye d'ailleurs de remettre en question ce qu'est le développement et ce que sont les pays développés et sous-développés. Nous, on mange complètement végétarien toute la semaine, même si tout le monde n'est pas végétarien, à 95% biologique, local et de saison surtout. Et on essaye aussi de faire du zéro déchet au sein du code. Pour être d'abord convaincus de nous-mêmes que ça marche et puis après pouvoir partager ça avec la communauté étudiante et leur montrer les pistes concrètes que nous on a apprises à développer. On propose par exemple d'être un intermédiaire pour l'achat de paniers bio. Et alors aussi on vend des livres de recettes avec des recettes étudiantes, quoi. Donc petit budget et qui s'insèrent complètement dans l'alimentation durable. Il faut vraiment faire plus de sensibilisation parce que certaines personnes n'ont juste pas assez entendu parler de tout ce qui se passe, mais il suffit de leur en parler pour que le message se propage.
Nous, on a un milieu facile, mais après, si chacun, individuellement, on peut en parler dans des milieux où les gens sont moins ouverts à ça, je pense que chacun pourra faire un pas en avant et aider à la mise en place de vraies initiatives de transition. Le grand défi de l'université, c'est de passer de solutions de niche à des solutions par défaut. C'est-à-dire la solution pour l'ensemble des acteurs de la communauté universitaire et pas simplement pour les personnes les plus motivées. Si on veut progresser sur les voies de la transition, il faut se fixer des objectifs et se donner une capacité d'évaluation. Et pour ça, rien de tel qu'un tableau de bord qui nous permette de piloter en fait à la fois les directions et notre vitesse de progression dans cette direction. Marthe Nisset, notre prorectrice, a vraiment mis en œuvre tout un projet. Elle a vraiment pensé ça. Elle a vraiment établi tout un plan d'une année qui nous regroupe de manière très structurée, de manière très démocratique, nous donne aussi un rôle à tous et à toutes. Alors c'est une démarche absolument nécessaire parce que l'université se doit d'être à l'avant-garde de la pensée de la société dans laquelle elle évolue. Si on veut vraiment y arriver, il faut qu'elle garde quelque chose d'utopique pour nous pousser vers l'avant. Sinon, ce serait paralysant. C'est important aussi de voir que les utopies, il n'y en a aucune qui fonctionne vraiment parfaitement, mais qu'une utopie, c'est ce processus constant d'y travailler. C'est jamais de croire qu'on y est. Nous avons en effet peu de temps pour réagir, pour développer une société qui soit plus soutenable. Et l'université, bien qu'elle soit une goutte d'eau dans cette société au niveau mondial, se doit de s'engager avec ses étudiants, ses chercheurs, ses chercheuses, son personnel pour construire une société plus durable. Parce que c'est en s'articulant à cette vitalité, à cette expertise, à ce regard critique mais aussi professionnel par rapport aux enjeux auxquels nous devons faire face de manière urgente qu'on pourra aller vraiment un pas plus loin. Majesté, Madame la bourgmestre, Monsieur le gouverneur, chers collègues, chers étudiants et étudiantes. Les constats scientifiques sont connus. Crise climatique, perte de la biodiversité, montée des inégalités, crise migratoire. Autant de phénomènes structurels qui révèlent l'insoutenabilité de nos modèles actuels de vie. Nos sociétés sont confrontées à des défis locaux et globaux, complexes, qui s'accélèrent. Face à cette urgence, une mobilisation majeure est nécessaire. Les 17 objectifs du développement durable, définis au sein des Nations Unies en 2015 et signés par 198 chefs d'État et de gouvernement, constituent désormais une référence pour s'attaquer aux défis les plus pressants. Vous êtes, Majesté, une de ces 17 ambassadrices de ces objectifs qui constituent ou devraient constituer les indicateurs pour guider toute société vers des modèles soutenables. La transition doit s'accélérer aussi pour notre université. Nous avons un devoir éthique et une responsabilité sociétale majeure de nous engager dans une telle voie. L'université se doit d'être à l'avant-garde de la pensée de la société dans laquelle elle évolue. Ce sont les jeunes, et vous êtes nombreux, en particulier nos étudiants et nos étudiantes, nos jeunes chercheurs et chercheuses, qui nous le rappellent parfois avec force. C'est ce que disait Sa Majesté le roi Philippe lorsqu'il s'est adressé à votre fille Élisabeth pour ses 18 ans, et je le cite. Ta génération, en particulier, a développé un sens aigu des enjeux sociétaux, climatiques et environnementaux. Vous aspirez à une société plus juste, plus équitable, plus solidaire. Vous êtes pleinement conscient de nos ressources naturelles qui ne sont pas illimitées. Vous savez que nos modes de vie devront évoluer. Cela vous rend critique, mais aussi inventif et créatif. Fin de citation. Le reportage que nous venons de voir
reflète que de nombreux membres de notre communauté universitaire contribuent déjà à la nécessaire transition, que ce soit à travers leur enseignement, leur recherche, leur engagement sociétaux et dans le quotidien de l'institution. Je vous invite à consulter ce rapport, très riche, qui offre un premier panorama, sûrement non exhaustif, des efforts entrepris jusqu'à présent. Il témoigne de la vitalité, de l'expertise et de l'expérience de notre communauté. Le grand défi, et ça a été dit, est de passer maintenant à des solutions de niche, à des solutions pour l'ensemble de la communauté, pas simplement pour les plus convaincus d'entre nous. Pour atteindre cet objectif, l'équipe rectorale, sous mon impulsion, veut développer un plan transition ambitieux pour les 5 ans années à venir. Il constituera un des axes majeurs du futur plan stratégique Horizon 600 de notre université. Ce plan transition s'articulera autour de 3 axes. Nos missions, l'enseignement, la recherche et les campus durables. Cette dernière thématique se décline en différents focus. Énergie, mobilité, investissement et consommation durable, alimentation et biodiversité. Dans un premier temps, il s'agit de rassembler les idées émanant de la communauté universitaire en ouvrant le champ des possibles sur base de l'expérience, de l'expertise déjà accumulée. Aussi thématiques précitées sont dédiées en effet des groupes de travail qui rassemblent des académiques, du personnel administratif, scientifique et des étudiants. Ceux et celles-ci auront pour mission de proposer quelques objectifs, ainsi que des actions très concrètes à mettre en place. Leurs réflexions vont notamment être nourries des idées découlant d'ateliers ouverts à la communauté universitaire. Ce travail collectif sera le terreau de la rédaction d'un plan qui sera proposé et discuté au sein des instances de gouvernance de l'institution, en fonction de ses objectifs et dans le cadre de ses contraintes financières. Une fois approuvé, son destin est de devenir une boussole dès l'année académique 2020-2021. Je vous invite, Majesté, maintenant à rencontrer différentes initiatives après ce petit mot. D'abord, des étudiants et des étudiantes du master interdisciplinaire en sciences de gestion de l'environnement et du développement durable, des étudiants et des chercheurs dont les travaux ont été primés par le prix ERA de la Fondation pour les générations futures, des professeurs en sciences humaines et en sciences exactes dont les recherches se penchent sur les défis au cœur de cette transition, les groupes du personnel, les Jeudis du climat and We Change for Life, qui s'engagent dans le quotidien de l'institution. La ferme de Lozelle, support à l'enseignement et à la recherche, mais aussi interface avec les maraîchers et les maraîchères de la région. Des acteurs au cœur du projet d'envergure du quartier durable Athéna-Lozelle. Notre garde forestier, enfin, qui veille en particulier sur la biodiversité du magnifique bois de Lozelle et du lac, partie intégrante de notre écosystème à Louvain-la-Neuve. Nous devons nous ancrer sur l'ensemble de ces expériences, de ces expertises, notre capacité d'analyse, mais aussi de nous projeter dans un avenir que nous voulons soutenable pour tous et pour toutes, pour emmener notre université plus loin. Elle deviendra ainsi un véritable aiguillon pour nos sociétés qui sont en profonde mutation. C'est ainsi que nous ferons université et seront capables de contribuer à relever les défis inédits auxquels notre planète, notre maison commune, fait face. Je vous remercie, Majesté, pour l'intérêt que vous portez pour votre visite à toutes ces initiatives. Je remercie toutes les personnes, et elles sont très nombreuses, qui ont contribué au rapport et à la concrétisation de cette journée. Cette journée est importante, elle est le signe de la volonté de notre alma mater, en particulier de notre recteur. Et je le remercie de la confiance qu'il m'a faite de s'engager avec chacun et chacune de ses membres. Le chemin est à tracer collectivement avec détermination, lucidité et audace. Je vous remercie.